Au pied de la colline, Frodo trouva Aragorn droit et silencieux comme un arbre. Mais dans sa main était une petite fleur dorée d'Elanor, et une lueur paraissait dans ses yeux. Il était enveloppé d'un doux souvenir. Et Frodo sut en le regardant qu'il voyait les choses comme elles avaient été il fut un temps, en ce même lieu. Car la sévérité des années avait quitté le visage d'Aragorn, et il paraissait vêtu de blanc, tel un jeune seigneur grand et beau. Et en des mots de la langue elfique, il parlait à quelqu'un que Frodo ne pouvait voir. Arwen, van Imelda, Namarie, dit-il. Puis il respira profondément, et se détournant de ses pensées, il regarda Frodo et sourit. C'est ici le cœur de l'elfinesse sur terre, dit-il. Et mon cœur y demeure à jamais, à moins qu'une lumière n'attende au-delà des sombres chemins qu'il nous reste encore à parcourir, vous et moi. Venez. Et prenant la main de Frodo dans la sienne, il quitta la colline de Carin Amroth pour ne plus jamais y revenir de son vivant. Adapter Tolkien, c'est se confronter à l'illustration de phrases comme il était enveloppé de son souvenir. Tolkien était linguiste et philologue. C'est quelqu'un qui avait un rapport très fort à la langue. Il a souvent dit que l'origine du Seigneur des Anneaux, et donc l'origine du monde dans lequel le Seigneur des Anneaux se déroule, qui est l'objet de la grande création littéraire que Tolkien a poursuivie toute sa vie, provenait de son intérêt pour l'invention de langues qui répondent à des règles d'organisation, de prononciation, que Tolkien a voulu les plus proches possibles de langues réelles. Mais plus profondément, Tolkien voyait l'écriture, le langage, comme la forme idéale d'expression de ce qu'il appelait la création secondaire, c'est-à-dire d'un monde imaginaire, imaginé comme s'il existait. Alors ce rapport que Tolkien avait avec son monde inventé, qui est le monde de la Terre du Milieu, était complexe, probablement pas sans ambiguïté, et parmi ces ambiguïtés, il y a son rapport aux illustrations, aux images qui peuvent être fabriquées, qui peuvent être suscitées par ces lectures, qu'on peut être très tenté d'essayer de matérialiser. Tolkien lui-même a, je ne vais pas dire illustré, mais a créé des images en rapport avec son univers imaginaire. Il n'était pas dessinateur, il avait, je crois, une forme de fausse coquetterie au regard de sa maladresse en dessin. Pourtant, ses dessins sont très intéressants. Ce sont des images presque à mi-chemin de la calligraphie et du dessin. Des images souvent qu'on pourrait qualifier de naïves dans leur style. Il nous reste beaucoup de textes de Tolkien commentant sa création, notamment le corpus très important de ses lettres, mais aussi une conférence qu'il a donnée sur le conte de fées en général, et qui en fait est très révélatrice de ses rapports avec sa propre création, puisque finalement c'est beaucoup de cela qui est question dans cette conférence. Et dans une note, il exprime son idée de ce qu'une illustration peut apporter à un monde imaginaire créé avec des mots. Je vais vous en lire un passage. La différence radicale entre tout art, y compris le théâtre, qui offre une présentation visible, et la véritable littérature est qu'il impose une forme visible. La littérature opère d'esprit à esprit, et elle est donc plus progénitive. Elle est en même temps plus universelle et d'une particularité plus stimulante. Quand elle parle de pain, de vin, de pierre ou d'arbre, elle évoque la totalité de ces choses, leur idée même. Pourtant, chaque auditeur leur donnera dans son imagination une incarnation personnelle particulière. Si l'histoire dit « il mangea du pain », le producteur dramatique ou le peintre ne peut montrer qu'un morceau de pain, conforme à son goût ou à sa fantaisie, mais l'auditeur de l'histoire pensera au pain en général, et
et se le représentera sous une forme à lui. Si une histoire dit « Il gravit une colline et vit une rivière », l'illustrateur pourra saisir, ou presque, sa propre vision d'une telle scène. Mais chaque auditeur des mots aura sa propre image, et celle-ci sera faite de toutes les collines, les rivières et les vallées qu'il a vues, mais surtout de la colline, la rivière, la vallée, qui furent pour lui la première incarnation du mot. Dans le même texte, Tolkien parle beaucoup du théâtre, en le distinguant de la fiction littéraire, parce qu'il donne à voir et qu'il montre les choses. Je crois que pour Tolkien, l'illustration idéale de son univers serait une image qui ne montre pas, une image qu'on ne voit pas. Il est symptomatique qu'il ait énormément apprécié le travail de Corbloch sur son univers, travail qui est mieux connu maintenant en France puisque les éditions Christian Bourgois lui ont consacré un recueil rassemblant toutes ses peintures autour du Seigneur des Anneaux. Et ce sont des images extrêmement stylisées, assez proches de ce qu'on pourrait imaginer comme une descendance directe du style de la tapisserie de Bayeux. Je pense que oui, Tolkien, c'est le style qu'on retrouve dans ses illustrations à lui. Appréciait beaucoup cette tentative de faire des images à la frontière du signe et de la représentation illusionniste. Je crois qu'il ne s'intéressait pas beaucoup au cinéma. Je ne pense pas que c'était un art qui le touche. Quoi qu'il en soit, de son vivant, il avait rendu possible l'idée d'une adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux. Néanmoins, l'impact sans commune mesure sur l'imaginaire collectif du Seigneur des Anneaux a poussé les éditeurs à faire produire par des illustrateurs des centaines d'images. Ils ont parfois eux-mêmes produit sans qu'on le leur demande. Parmi ceux-là, Alan Lee compte, à mon avis, au rang des meilleurs, de ceux qui ont le mieux compris l'imaginaire et la manière dont il fonctionne de Tolkien. Il y a une image assez représentative de ce qu'Alan Lee a fait en rapport avec le Seigneur des Anneaux, dans l'édition illustrée, qui nous montre Aragorn montant les marches de Tol Brandir. Et Aragorn est réduit à une petite tête dans un coin de l'image, et c'est le paysage qui occupe entièrement le cadre, et les arbres, le ciel, la pierre et la figure humaine sont dans des couleurs très proches, des chromis très proches, ce qui fait qu'au premier regard, l'image donne simplement une impression colorée. Il faut s'y pencher pour comprendre qu'il s'agit d'une part d'un paysage naturel dans lequel il y a une construction, et même bien observer pour remarquer la figure humaine dedans. Il est intéressant de voir que c'est Alan Lee, entre autres, que Peter Jackson a embauché pour créer l'univers graphique de référence qui va lui servir à construire son imagerie cinématographique. Il était accompagné de John Howe, un illustrateur très aimé des fans de Tolkien, qui à mon avis a une approche beaucoup moins intéressante que celle de Lee. On peut s'intéresser à une séquence en particulier, un des passages les plus célèbres du livre, et voir comment Jackson la transpose à l'écran, à partir du texte original que je vais vous lire. Mais voilà que soudain, au milieu de la gloire du roi, son bouclier doré se ternit. Le matin neuf fut effacé du ciel. L'obscurité entoura Théoden. Les chevaux se cabrèrent et hennirent. Des hommes jetés à bas de leur selle se traînèrent sur le sol. « À moi! À moi !» cria Théoden. « Debout, Eorlingas! Ne craignez aucune ténèbre !» Mais Nivacrin, fou de terreur, se dressa de tout son haut, luttant contre l'air, puis avec un grand cri, il s'effondra sur le côté. Un trait noir l'avait transpercé. Le roi tomba sous lui. La grande ombre descendit comme un nuage tombant. Et voilà que c'était une créature ailée. Si c'était un oiseau, il était plus grand que tous les autres, et il était dénudé. Il ne portait ni peine ni plume, et ses vastes ailes ressemblaient à des palmures de peau entre des doigts cornus, et il puait. Peut-être était-ce une créature d'un autre monde, dont l'espèce demeurait dans des montagnes oubliées et froides sous la lune, avait survécu à son temps
et engendrer dans quelque ère hideuse cette dernière progéniture intempestive et propre au mal. Et le Seigneur ténébreux l'avait prise, et l'avait nourrie de viande affreuse, jusqu'à ce qu'elle ait pris une envergure plus grande que celle de toute autre créature volante, et il l'avait donnée à son serviteur, en guise de coursier. Elle descendit, et puis repliant ses palmures digitées, elle poussa un cri croissant et se fixa sur le corps de Nivacrin, y enfonçant ses serres et courbant son long cou nu. Sur son dos se tenait une forme, enveloppée d'un manteau noir énorme et menaçante. Elle portait une couronne d'acier, mais entre le bord de celle-ci et le vêtement ne se voyait rien d'autre qu'une lueur sinistre d'yeux. Le seigneur des Nazgûl. Ne t'interpose pas entre le Nazgûl et sa proie, ou il ne te tuera pas à son tour. Il t'emportera vers les maisons de lamentation, au-delà de toutes ténèbres où ta chair sera dévorée et ton esprit desséché laissé nu à l'œil vigilant. Une épée résonna comme on l'a tirée du fourreau. Fais ce que tu veux, mais je l'empêcherai dans la mesure où je le pourrai. M'empêcher, moi, pauvre fou, aucun homme vivant ne le peut. Mais je ne suis pas un homme vivant, c'est une femme que tu vois. Je suis Éowyn, la fille d'Éomund. Tu te tiens entre moi et mon seigneur et parent, va-t'en si tu n'es pas immortel, car vivant ou sombre non mort, je te frapperai si tu le touches. La créature ailée lança contre elle des cris aigus, mais l'esprit servant de l'anneau ne répondit rien. Elle resta silencieuse, comme prise d'un doute soudain. Soudain la grande bête battit de ses ailes hideuses, et le vent en était nauséabond. Elle s'éleva de nouveau d'un bond, puis se laissa vivement tomber sur Éowyn, poussant des cris aigus et frappant du bec et des serres. Elle ne sourcilla toujours pas, vierge des Rohirrim, fille de roi, mince, mais telle une lame d'acier, belle, mais terrible. Elle porta un coup rapide, habile et mortel. Elle fendit le cou tendu, et la tête tranchée tomba comme une pierre. Elle fit un saut en arrière, tandis que l'immense forme s'écrasait, ses vastes ailes étendues pour se recroqueviller sur le sol, et avec sa chute, l'ombre disparut. Une lumière tomba sur Éowyn, et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Du naufrage s'éleva le cavalier noir, grand et menaçant, la dominant de haut. À l'écoute du texte, on voit comment Tolkien, très habilement, choisit quels détails il va décrire précisément. On ne sait de la bête ailée, par exemple, que la forme de ses ailes, qui sont des ailes qu'on imagine immédiatement semblables à celles de chauve-souris. Mais pour le reste, au lecteur de s'imaginer. Tolkien, à l'intérieur d'une scène qui a un déroulement, va insérer des décrochages où il va évoquer un autre lieu, un autre temps, pour donner une profondeur aux éléments de la scène en train de se jouer. Là, dans le bref extrait que j'ai lu, c'est bien sûr l'origine qu'il imagine à cette créature ailée chevauchée par le roi sorcier. Dans le film, c'est très différent, il faut profiter du crescendo émotionnel qui est provoqué par l'arrivée du roi sorcier. Il est hors de question pour Peter Jackson de couper et d'insérer une scène qui nous montrerait l'origine de cette créature. De la même manière, il y a un ralenti sur le visage d'Éowyn pleurant, qui est vraiment un trait typique de Peter Jackson, de son sentimentalisme exacerbé, très frontal, très direct. On pourrait imaginer que Tolkien est quelqu'un qui ne ferait jamais ça, qui ne se laisserait pas aller à des démonstrations mélodramatiques. Dans le passage que j'ai lu, un petit peu plus loin, en fait, il est écrit que le visage d'Éowyn est baigné de larmes. Là, on voit bien, par l'exemple, on touche à ce que Tolkien voulait dire, c'est-à-dire qu'écrire de quelqu'un que son visage est baigné de larmes, ça n'a pas du tout le même impact que la vision au ralenti du visage d'une comédienne en train de pleurer. C'est curieux, mais c'est sûrement le piège tendu par l'adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est que transposer ce que disent les mots en images, qui montrent ce que les mots ont l'air de dire, ne fonctionne pas toujours. Ce que réussit très bien Jackson et son équipe artistique, c'est de trouver un équivalent cinématographique à cette volonté d'évocation du passé qui habite tout le Seigneur des Anneaux,
qui est l'instrument pour Tolkien pour faire exister en fait l'histoire de la Terre du Milieu, la longue histoire de ce monde, la faire sentir au lecteur. Et le souci qu'a eu Jackson et les directeurs artistiques de créer un environnement architectural, graphique, parfois pictural quand on voit des tableaux ou des dessins ou des étendards, des éléments figuratifs dans les différents décors, réussit totalement. C'est-à-dire, pour le lecteur amoureux de Tolkien, peut-être que la version idéale du film de Jackson serait une longue promenade silencieuse au milieu des décors désertés et parmi les paysages où ont été tournées les scènes en extérieur. Dans le projet littéraire de Tolkien et dans le projet cinématographique de Jackson, il y a aussi un parallèle, mais quand Tolkien écrit, il écrit avec en tête un certain nombre de références, qui sont pour lui des références érudites, hein. C'est la poésie ancienne, mythologique des peuples du Nord, c'est la poésie médiévale de Beowulf, mais c'est vraiment dans le fil de cette tradition-là qu'il veut se placer. Et Jackson, lui, c'est dans le fil ténu du cinéma d'Heroic Fantasy. Il a son projet avec Le Seigneur des Anneaux, ça a toujours été en toute modestie, de faire le grand chef-d'œuvre de l'Heroic Fantasy au cinéma. Bon, je pense que le genre n'a pas attendu que Jackson s'en empare pour faire ses chefs-d'œuvre. Dans le domaine, il y a bien sûr Excalibur, qu'on a déjà évoqué sur le train. Et puis il y a Conan le Barbare, autre film adapté d'un des auteurs fondamentaux du genre, certainement l'autre grand maître du genre avec Tolkien, Howard. Et je crois que dans la scène tirée du passage que j'ai lu, Jackson convoque le souvenir, consciemment ou pas, de l'affrontement du jeune Conan pénétrant dans la tour des adorateurs de Seth et tranchant le cou du serpent sacré. Donc Jackson, outre son travail sur le texte de Tolkien, charrie dans son sillage un certain nombre de références à des films qui vont se mêler à son langage cinématographique et aussi probablement parasiter le projet d'adaptation. Il est difficile de nier, en tout cas, quoi qu'on pense du film, que ce soit en tant qu'adaptation ou en tant qu'objet cinématographique à part entière, que son succès immense a produit une colonisation par ces images de tout un imaginaire, débordant même le cadre du roman dont il est issu pour s'étendre sur le genre de l'heroic fantasy en général. Et si on peut lui en vouloir d'une chose, en tout cas, c'est que, hélas, maintenant, oui, il est pratiquement impossible de recevoir le texte de Tolkien en étant un jeune lecteur sans avoir jamais vu une image de Peter Jackson, que ce soit Ian McKellen en Gandalf, Elijah Wood en Frodon, ou telle affiche aperçue au mieux sur les étals d'une librairie, au pire sur les bandits manchots des casinos de Las Vegas où devaient être produits des machines à sous couleur des films tirés de l'œuvre de Tolkien.